À Wausau, dans le Wisconsin, confier son enfant à une babysitter est un acte de confiance. Les parents attendent une chose simple, que leur enfant soit protégé, qu'il soit en sécurité et qu'il leur soit rendu sain et sauf. Mais en 2018, cette confiance a été brisée et le nom au centre de cette affaire est Marissa Titsort. Titsort n'était pas une inconnue dans la communauté. Elle gardait régulièrement des enfants chez elle. Elle était elle-même mère. Beaucoup de parents pensèrent donc pouvoir lui faire confiance, mais derrière cette image normale, quelque chose n'allait pas. Avant même la tragédie, les services de protection de l'enfance avaient déjà eu affaire à elle, des signalements avaient été faits, des inquiétudes concernant la sécurité des enfants. Malgré cela, Marissa continuait de proposer ses services de garde. Le 18 octobre 2018, une mère déposa son bébé de 2 mois chez elle. Le nourrisson était en parfaite santé. Il souriait, il était calme, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Selon les enquêteurs, à un moment de la journée, Marissa Titsort s'est mise en colère. Elle a violemment agressé le bébé. Le nourrisson a subi un traumatisme crânien catastrophique, des blessures si graves qu'aucun bébé n'aurait pu survivre. Mais ce qui a choqué les enquêteurs n'est pas seulement la violence, c'est ce qu'elle a fait après. Au lieu d'appeler les secours, au lieu d'essayer de sauver l'enfant, Marissa Titsort a décidé de mettre en scène la mort du bébé. Lorsque la mère est revenue récupérer son fils, la babysitter lui a rendu l'enfant comme s'il dormait. Le bébé portait une petite combinaison de neige. Il était attaché dans son siège auto. La capuche était tirée sur sa tête. Tout semblait normal. La mère a pris son enfant et est rentrée chez elle. Elle ne savait pas que son fils était déjà mort. Ce n'est qu'une fois arrivée à la maison qu'elle a essayé de le réveiller et elle a immédiatement compris. Son bébé ne respirait plus. Les secours ont été appelés, mais il était trop tard. L'enquête révéla ensuite un détail encore plus glaçant. Après la mort de l'enfant, Marissa Titsort était sortie manger au McDonald's avec son petit ami et ses propres enfants. Elle souriait, elle mangeait, comme si rien ne s'était passé. Pour les enquêteurs, ce comportement montrait un sang-froid troublant. Et l'affaire devint encore plus grave lorsqu'ils découvrirent son passé. Quelques mois auparavant, un autre enfant avait déjà été blessé sous sa garde. Malgré cela, elle continuait à garder des enfants. En janvier 2019, Marissa Titsort fut finalement arrêtée. Elle fut accusée de meurtre intentionnel au premier degré. Lors du procès, les procureurs expliquèrent au jury comment elle avait tenté de cacher son crime. Habiller le bébé, ou l'attacher dans le siège auto et le rendre à sa mère comme s'il dormait encore. La défense tenta de créer un doute, mais les preuves étaient accablantes. Le médecin légiste confirma que les blessures provenaient d'une violence extrême. Le témoignage le plus bouleversant fut celui de la mère. Elle raconta le moment où elle réalisa que son bébé ne dormait pas. Dans la salle d'audience, beaucoup ne purent retenir leurs larmes. En 2022, le verdict tomba. Marissa Titsort fut condamnée à 40 ans de prison, suivi de 20 ans de surveillance. Le juge déclara que ces actes représentaient une trahison absolue de la confiance des parents. Aujourd'hui, elle purge sa peine dans une prison du Wisconsin, mais pour la famille du bébé, la douleur ne disparaîtra jamais, parce qu'ils ont confié leur enfant à une babysitter et ont récupéré un bébé déjà mort. Dans le comté de DeKalb, en Géorgie, de nombreux parents cherchent chaque jour une solution simple, quelqu'un de confiance pour garder leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Parfois, ces parents se tournent vers des garderies à domicile, souvent moins chères, souvent tenues par des voisins. C'est ainsi que plusieurs familles ont commencé à confier leur bébé à une femme appelée Amanda Hickey. Hickey était elle-même mère, elle disait pouvoir garder plusieurs enfants dans sa maison. Pour les parents, cela semblait rassurant. Mais en réalité, la situation était très différente. La garderie qu'elle prétendait gérer n'était pas autorisée. En Géorgie, la loi exige que toute personne qui garde plusieurs enfants obtienne une licence officielle. Cela implique des inspections, des règles de sécurité et des limites strictes sur le nombre d'enfants. Amanda Hickey ignorait toutes ces règles. Elle continuait à accepter des nourrissons et des jeunes enfants. Parfois bien au-delà de la
la capacité légale. Pour beaucoup de parents, ces détails restaient invisibles. Ils voyaient simplement une autre mère qui proposait de l'aide, mais ce qui se passait à l'intérieur de la maison était inquiétant. Plus tard, les enquêteurs découvrirent des images de caméras de surveillance. Ces vidéos révélèrent une réalité troublante. Des bébés étaient laissés pendant des heures dans des sièges auto. Certains pleuraient sans recevoir d'attention. Et d'autres étaient manipulés de manière brusque. Les procureurs décriront plus tard ces images comme la preuve d'un environnement dangereux pour des nourrissons. Puis arriva le jour qui allait tout changer. Le 9 septembre 2021, un bébé de 4 mois fut confié à Amanda Hickey pour la journée. Selon ses parents, l'enfant était en parfaite santé ce matin-là. Il était éveillé, il souriait, rien ne semblait anormal. Mais quelques heures plus tard, un appel d'urgence fut passé au 911. Et les secours arrivèrent rapidement à l'intérieur de la maison. Le bébé était inconscient. Il ne respirait plus. Les ambulanciers tentèrent de le réanimer, puis ils le transportèrent d'urgence à l'hôpital. Malheureusement, il était trop tard. Le nourrisson mourut ce jour-là. Au début, Amanda Hickey affirma qu'il s'agissait d'un cas de mort subite du nourrisson. Mais les enquêteurs commencèrent rapidement à douter. Les conditions de la maison étaient dangereuses. Le nombre d'enfants gardés dépassait la limite autorisée et les vidéos de surveillance montraient un comportement inquiétant. Les autorités lancèrent une enquête complète. Ce qu'elles découvrirent fut accablant. Amanda Hickey avait déjà reçu plusieurs avertissements officiels pour exploitation d'une garderie illégale. Malgré ces avertissements, elle continuait à garder des enfants. Les vidéos montrèrent également que certains nourrissons étaient manipulés brutalement. Et donc pour les enquêteurs, il devenait clair que la mort du bébé n'était pas simplement un accident, elle était liée à un environnement dangereux et négligent. En 2023, Amanda Hickey fut officiellement inculpée. Les accusations incluaient meurtre au second degré et plusieurs chefs de cruauté envers des enfants. Face aux preuves accumulées, Hickey choisit finalement de conclure ce que l'on appelle un alfor plea. Cela signifie qu'elle ne reconnaissait pas directement sa culpabilité. Mais elle acceptait que les preuves présentées par les procureurs étaient insuffisantes pour obtenir une condamnation. Le tribunal accepta ce plaidoyer. La sentence fut lourde. Amanda Hickey fut condamnée à 35 ans de prison, dont 30 ans à purger derrière les barreaux. Pour la famille du bébé, aucune peine ne pouvait compenser la perte. Les parents décrivirent leur fils comme un enfant joyeux, un bébé qui aimait sourire, un enfant qui n'aurait jamais la chance de grandir. Ils avaient confié leur fils à une autre mère, pensant qu'elle comprendrait l'importance de protéger une vie fragile. Au lieu de cela, ils durent enterrer leur enfant avant même son premier anniversaire. Aujourd'hui, Amanda Hickey purge sa peine dans une prison de Géorgie, mais cette affaire a laissé une question difficile pour de nombreux parents. Lorsqu'on cherche quelqu'un pour garder son enfant, comment savoir à qui l'on peut vraiment faire confiance ? En 1965, dans la ville d'Indianapolis, dans l'Indiana, une affaire allait devenir l'un des crimes les plus choquants de l'histoire américaine. La victime s'appelait Sylvia Likens. Elle avait 16 ans. Sylvia et sa sœur cadette, Jenny, avaient été confiées à une femme chargée de s'occuper d'elles pendant que leurs parents voyageaient pour le travail. Cette femme s'appelait Gertrude Baniszewski. Au début, l'accord semblait simple et les parents payaient quelques dollars par semaine pour que Gertrude héberge et surveille les deux adolescentes. Mais très vite, la situation devint cauchemardesque. Gertrude Baniszewski vivait dans une petite maison avec plusieurs de ses propres enfants. Elle souffrait de problèmes de santé. Elle prenait des médicaments et selon de nombreux témoignages, elle était souvent instable et imprévisible. Au fil des semaines, Sylvia devint la cible principale de sa colère. Les punitions commencèrent par des humiliations, puis par des coups, mais la violence ne s'arrêta pas là. Gertrude encouragea ses propres enfants et même des adolescents du quartier à participer aux abus. La maison se transforma progressivement en lieu de torture. Sylvia fut battue à plusieurs reprises, brûlée avec des cigarettes, affamée et enfermée dans la cave de la maison. Les abus durèrent des mois. Parfois, les voisins entendaient des cris. Mais personne n'imaginait l'ampleur de ce qui se passait réellement à l'intérieur. Les enfants du quartier entraient dans la maison, certains participaient aux violences, d'autres regardaient simplement. Gertrude contrôlait tout. Elle disait à Sylvia qu'elle méritait ses punitions. Elle la présentait comme une mauvaise influence. À un moment, les abus devinrent encore plus extrêmes.
crime. Anne Gertrude ordonna que les mots I am a prostitute and proud of it soient gravés dans la peau de Sylvia à l'aide d'un objet chauffé. La jeune fille Anne était affaiblie, mal nourrie et gravement blessée. Finalement, le 26 octobre 1965, Sylvia Likens mourut. Son corps portait plus de 150 blessures. Lorsque la police arriva sur les lieux, la scène était si horrible que même les enquêteurs expérimentés furent choqués. Gertrude tenta immédiatement de mentir. Elle affirma que Sylvia s'était enfuie avec un groupe de garçons et qu'elle était revenue blessée. Mais sa version s'effondra rapidement. La sœur de Sylvia, Jenny, qui avait survécu aux abus, révéla la vérité. Elle expliqua tout ce qui s'était passé dans la maison. Les arrestations furent rapides. Gertrude Baniszewski, plusieurs de ses enfants et plusieurs adolescents du quartier furent inculpés. Le procès commença en 1966. Il attira une énorme attention médiatique dans tout le pays. Et les témoignages étaient difficiles à entendre. Les jurés apprirent les mois de torture que Sylvia avait subis, les coups, la faim, l'humiliation et l'implication de nombreuses personnes. Finalement, le verdict tomba. Gertrude Baniszewski fut reconnue coupable de meurtre au premier degré. Elle fut condamnée à la prison à vie. Plusieurs des adolescents impliqués reçurent également des peines de prison pendant des décennies. Et cette affaire resta l'un des exemples les plus terrifiants de violence collective contre un enfant. Mais l'histoire prit une tournure controversée en 1985. Après avoir passé 20 ans en prison, Gertrude Baniszewski fut libérée sur parole. Cette décision provoqua l'indignation de nombreuses personnes. Pour beaucoup, la peine semblait insuffisante face à la cruauté du crime. Après sa libération, Gertrude changea de nom. Elle tenta de vivre discrètement. Elle mourut finalement en 1990 à l'âge de 61 ans. Mais l'affaire Sylvia Likens reste aujourd'hui encore profondément gravée dans la mémoire collective américaine. Elle a inspiré plusieurs livres, plusieurs films et de nombreuses enquêtes journalistiques parce que ce crime ne fut pas seulement l'acte d'une seule personne, c'était une tragédie où de nombreuses personnes ont regardé et n'ont rien fait. Et c'est peut-être cela qui rend cette affaire encore plus troublante, parce que parfois, les pires crimes ne se produisent pas dans l'ombre, ils se produisent au milieu d'une communauté entière. Et personne n'arrête la violence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À Houston, au Texas, en 2011, de nombreux parents pensaient avoir trouvé un endroit sûr pour laisser leurs enfants pendant qu'ils travaillaient. Il s'agissait d'une petite garderie installée dans une maison ordinaire. Son nom était Jackie's Child Care. La garderie était dirigée par une jeune femme de 22 ans. Son nom, Jessica Tata. Pour beaucoup de parents, Tata semblait responsable. Elle disait aimer les enfants. Elle affirmait vouloir construire une carrière dans la garde d'enfants. Mais le 24 février 2011, une décision allait provoquer l'une des pires tragédies de garderie aux États-Unis. Ce matin-là, Jessica Tata gardait 7 enfants. Tous avaient ça moins de 4 ans. Certains étaient encore des nourrissons, des enfants incapables de parler, des enfants totalement dépendants de l'adulte censé les protéger. Puis Jessica Tata prit une décision dangereuse. Elle quitta la maison pour aller faire des courses dans un magasin Target situé à proximité. Mais avant de partir, elle laissa une casserole d'huile chauffée sur la cuisinière. C'était une erreur catastrophique. Pendant son absence, l'huile prit feu. Les flammes se propagèrent rapidement dans la cuisine, puis dans toute la maison. En quelques minutes, la fumée envahit les pièces où les enfants se trouvaient. À l'intérieur, les tout-petits étaient piégés. Les voisins commencèrent à remarquer la fumée noire qui sortait des fenêtres. Certains entendirent des cris, des pleurs d'enfants, mais personne ne pouvait entrer dans la maison en flammes. Lorsque les pompiers arrivèrent, l'incendie s'était déjà propagé. Pour 4 enfants, il était déjà trop tard. Les victimes étaient Elias Castillo, 16 mois, Elizabeth Kojima, 20 mois, Shamari Dickerson, 2 ans, Kendall Stratton, 3 ans. 3 autres enfants furent sauvés, mais ils étaient gravement blessés. Pendant que les flammes ravageaient la maison, Jessica Tata se trouvait toujours au magasin Target. Et les caméras de surveillance la montrèrent en train de faire ses courses tranquillement. Elle marchait dans les rayons, elle regardait des produits comme si rien ne se passait. Lorsqu'elle revint finalement chez elle, la rue était remplie de camions de pompiers, des ambulances, des parents paniqués. Au début, Tata affirma qu'elle n'était partie que quelques minutes, mais les images de surveillance et les reçus du magasin révélèrent la vérité.
Elle était absente depuis bien plus longtemps, assez longtemps pour que le feu détruise la maison et pour que 4 enfants perdent la vie. La réaction des familles fut dévastatrice. Des parents arrivèrent sur place en courant. Certains s'effondrèrent en apprenant la mort de leurs enfants. En une seule matinée, 4 familles furent brisées. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Au lieu de rester et d'assumer ses responsabilités, Jessica Tata prit la fuite. En quelques jours après l'incendie, elle quitta les États-Unis. Elle prit un avion pour le Nigeria, le pays d'origine de sa famille. Elle devint alors une fugitive internationale. Pendant que les familles enterrèrent leurs enfants à Houston, une chasse à l'homme international fut lancée. Finalement, avec l'aide d'Interpol et des US Marshals, Jessica Tata fut arrêtée au Nigeria. Elle fut ensuite extradée vers les États-Unis pour être jugée. Son procès en 2012 attira une énorme attention médiatique. Les procureurs expliquèrent au jury que la tragédie aurait pu être évitée. Ils rappelèrent une chose simple, Jessica Tata aurait pu éteindre la cuisinière, elle aurait pu emmener les enfants avec elle, mais elle ne l'a pas fait. Pour les procureurs, ce n'était pas seulement une erreur, c'était une négligence criminelle. La défense tenta de dire qu'il s'agissait d'un accident, mais le jury ne fut pas convaincu. En novembre 2012, Jessica Tata fut reconnue coupable de meurtre criminel. Elle fut condamnée à 80 ans de prison, une peine qui signifie qu'elle passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Aujourd'hui, Jessica Tata est incarcérée dans une prison du Texas, mais pour les familles d'Elias, Elizabeth, Shamari et Kendall, aucune condamnation ne pourra jamais effacer la douleur parce que 4 enfants ont perdu la vie à cause d'une seule décision. Donc quitter une maison pleine d'enfants et laisser le feu allumé. En mars 2018, un quartier calme du comté de Butler, dans l'Ohio, fut secoué par une tragédie qui bouleversa toute une communauté. Ce qui semblait être une journée ordinaire se transforma en catastrophe pour une famille qui avait simplement confié sa fille à une personne qu'elle connaissait. La babysitter s'appelait Lindsay Partin. La petite fille s'appelait Anna Wesh. Anna avait 3 ans. Pour ses parents, Lindsay Partin n'était pas une inconnue. Elle vivait dans le même quartier. Si elle habitait à seulement quelques maisons de la famille, elle avait déjà gardé Anna à plusieurs reprises. Dans ce genre de situation, la confiance semble naturelle. Le 8 mars 2018, le père de Anna, Jason Wesh, déposa sa fille chez Partin avant de partir travailler. Selon les enquêteurs, la fillette était en parfaite santé ce matin-là. Elle riait, elle jouait, rien ne semblait anormal, mais moins de 30 minutes après son arrivée, Lindsay Partin appela le 911. Il dit dans l'appel d'urgence, elle expliqua que Anna s'était soudainement effondrée. Elle affirma que la petite fille était devenue inconsciente, qu'elle avait cessé de respirer. Les secours arrivèrent rapidement. Anna fut transportée d'urgence au Cincinnati Children's Hospital. Mais les médecins découvrirent immédiatement une situation extrêmement grave. La fillette souffrait d'un gonflement massif du cerveau. Elle présentait également plusieurs blessures internes. Les médecins la placèrent sous assistance respiratoire. Mais les dégâts étaient déjà irréversibles. 2 jours plus tard, Anna fut déclarée morte. Au début, Lindsay Partin affirma qu'il s'agissait d'une urgence médicale soudaine, mais les médecins commencèrent à remarquer quelque chose d'inquiétant. Le corps de la petite fille présentait plusieurs ecchymoses sur la poitrine, sur le cou et sur le visage. Ces blessures ne correspondaient pas à une simple chute. Et le médecin légiste examina l'affaire. Sa conclusion fut claire. Anna était morte d'un traumatisme crânien causé par une force violente. Ces blessures ne pouvaient pas être expliquées par un accident domestique. Les enquêteurs commencèrent alors à analyser la version de Lindsay Partin. Très vite, ils remarquèrent un problème. Son histoire changeait constamment. Dans une version, elle affirma que Anna était tombée dans l'allée devant la maison. Dans une autre, elle déclara que la fillette avait frappé sa tête sur le sol à l'intérieur. Plus tard, elle admit avoir giflé Anna. Selon elle, c'était seulement pour essayer de la réveiller, mais aucune de ces explications ne correspondait aux blessures révélées par l'autopsie.
Lorsque l'affaire arriva devant le tribunal en 2019, elle attira une grande attention médiatique dans l'Ohio. Les procureurs présentèrent une version claire des événements. Selon eux, Diana avait été violemment secouée et frappée par la personne même qui était censée la protéger. Des experts médicaux témoignèrent devant le jury. Ils expliquèrent que les blessures étaient compatibles avec des violences infligées à un enfant. Un médecin déclara directement devant la cour: un enfant de 3 ans ne s'effondre pas simplement. Ces blessures ont été causées par quelqu'un. La salle d'audience était remplie de journalistes, de voisins et de membres de la famille. Le moment le plus bouleversant fut le témoignage du père de Hannah. Dans sa déclaration, il dit: « Ma petite fille te faisait confiance. Nous te faisions confiance. Et tu as détruit son avenir. » La défense tenta de créer un doute. Les avocats évoquèrent certaines controverses médicales autour du syndrome du bébé secoué. Ils affirmèrent que Hannah aurait pu souffrir d'un problème médical ou d'un accident survenu plus tôt, mais le jury ne fut pas convaincu. Après avoir examiné les preuves, les jurés déclarèrent Lindsay Partin coupable. Elle fut condamnée pour meurtre, homicide involontaire et mise en danger d'un enfant. La peine fut sévère, prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 18 ans. Cela signifie qu'elle ne pourra pas espérer sortir avant 2037. En 2020, Lindsay Partin tenta de faire appel de sa condamnation. Mais la cour d'appel de l'Ohio confirma finalement le verdict, où les juges estimèrent que les preuves contre elle étaient accablantes. Aujourd'hui, Lindsay Partin reste en prison. Cette affaire reste particulièrement troublante pour de nombreux parents parce que la personne accusée n'était pas une inconnue, c'était la voisine. Une personne vivant à quelques maisons seulement. Et pour beaucoup de familles, cette tragédie soulève une question inquiétante. Si l'on ne peut pas faire confiance à la babysitter d'à côté, alors à qui peut-on faire confiance ? En 2009, dans la ville de Lincolnshire, dans l'Illinois, une tragédie survenue dans une garderie attira rapidement l'attention de tout le pays. La garderie s'appelait Minnie-Subie Daycare, un endroit où des dizaines de parents déposaient chaque jour leurs enfants en pensant qu'ils étaient en sécurité. Parmi les employés se trouvait une jeune femme de 22 ans. Son nom était Melissa Kalusinski. Kalusinski travaillait dans la section des tout-petits, où elle s'occupait d'enfants âgés d'environ 16 mois. Le 14 janvier 2009, une urgence médicale fut signalée dans la garderie. Un petit garçon nommé Benjamin Kingan, âgé de 16 mois, fut retrouvé inconscient. Les employés appelèrent immédiatement les secours. Benjamin fut transporté à l'hôpital, mais malgré les efforts des médecins, il mourut peu de temps après. L'autopsie révéla un détail alarmant. Le bébé souffrait d'une fracture sévère du crâne. Il y a une blessure extrêmement grave pour un enfant de cet âge. Les enquêteurs commencèrent alors à interroger les employés de la garderie. Rapidement, leur attention se concentra sur Melissa Kalusinski. Lors de plusieurs interrogatoires avec la police, Kalusinski finit par faire une déclaration qui allait changer toute l'affaire. Après des heures d'interrogatoire, elle déclara qu'elle avait jeté Benjamin sur un matelas dans un moment de frustration. Selon cette version, elle aurait perdu patience avec le bébé, puis l'aurait lancé dans son lit. Les enquêteurs interprétèrent cette déclaration comme un aveu. En 2011, Melissa Kalusinski fut jugée pour meurtre au premier degré. Lors du procès, les procureurs affirmèrent que la violence de l'impact avait provoqué la fracture du crâne. Le jury finit par la déclarer coupable. Elle fut condamnée à 31 ans de prison, mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Très vite, plusieurs éléments de l'enquête commencèrent à être contestés. Les avocats de Kalusinski affirmèrent que les interrogatoires avaient été extrêmement longs et psychologiquement intenses. Ils soutinrent que la confession avait été obtenue sous pression. Plus tard, un autre élément clé fut découvert lors d'un examen plus approfondi des scans médicaux. Certains experts affirmèrent qu'ils avaient identifié une ancienne fracture du crâne chez Benjamin. Selon ces experts, donc cette fracture aurait pu exister avant l'incident à la garderie.
Si cela était vrai, cela remettait en question l'ensemble de la théorie de l'accusation. En 2017, la défense demanda un nouveau procès. L'affaire attira l'attention de plusieurs organisations spécialisées dans les erreurs judiciaires. Pour certains observateurs, il s'agissait peut-être d'un cas de fausse confession, un phénomène bien documenté dans les interrogatoires policiers prolongés. En tour, les tribunaux examinèrent les nouvelles preuves, mais malgré les controverses, les juges décidèrent finalement de maintenir la condamnation. Melissa Kalusinski resta en prison. Cependant, le débat autour de cette affaire ne s'est jamais vraiment arrêté. Certains experts continuent de croire qu'elle pourrait être innocente, d'autres pensent que le verdict était justifié. Cette division fait de l'affaire Kalusinski l'une des affaires de garderie les plus controversées des États-Unis. En novembre 2023, après avoir purgé environ 12 ans, Melissa Kalusinski fut finalement libérée sur parole. Elle reste cependant officiellement condamnée pour meurtre. Aujourd'hui encore, les opinions restent partagées. Certaines personnes pensent qu'une tragédie terrible a été suivie d'une erreur judiciaire. D'autres croient que la justice a été rendue, mais une chose reste certaine, au centre de cette affaire se trouve la mort d'un enfant de 16 mois. Un bébé qui ne pourra jamais raconter ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Certaines affaires criminelles sont résolues rapidement, d'autres mettent des années à révéler la vérité et parfois la justice met plus de 40 ans à rattraper quelqu'un. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'affaire de Terry McSurtry. L'histoire commence en 1982 dans l'État du Michigan. À cette époque, une petite fille appelée Dante était confiée à une babysitter pendant que sa mère travaillait. La babysitter s'appelait Terry McSurtry. Pour la mère de l'enfant, la situation semblait normale. McCurdy était une adulte responsable, quelqu'un censé surveiller les enfants en toute sécurité. Mais un jour, quelque chose d'inquiétant se produisit. La petite Dawn fut retrouvée gravement blessée. Elle souffrait de blessures à la tête, son état était critique. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital. Les médecins découvrirent alors des lésions cérébrales sévères, des blessures typiques d'un traumatisme violent. À l'époque, les enquêteurs soupçonnèrent déjà que la petite fille avait été violemment secouée ou frappée, mais dans les années 1980, les connaissances médicales sur les abus envers les enfants étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui. Il manquait de preuves claires et sans preuves suffisantes, aucune accusation de meurtre ne fut déposée. Dawn survécut, mais sa vie ne fut plus jamais la même. Les blessures au cerveau causèrent des dommages neurologiques permanents. Elle souffrait de graves handicaps, elle avait besoin d'assistance pour de nombreuses tâches de la vie quotidienne. Pendant des décennies, elle vécut avec ses conséquences. Pendant ce temps, l'affaire semblait oubliée, mais en 2020, près de 38 ans après l'agression, Dawn mourut finalement des complications liées à ses blessures. Sa mort relança immédiatement l'enquête. Les médecins examinèrent son dossier médical, dont ils confirmèrent que les lésions cérébrales causées dans son enfance avaient contribué directement à sa mort. Soudainement, une affaire vieille de plusieurs décennies devenait un homicide potentiel. Les enquêteurs rouvrirent le dossier, ils réexaminèrent les anciens témoignages, les rapports médicaux et les circonstances de l'agression de 1982. Tous les éléments pointaient vers la même personne, la babysitter de l'époque, Terry McSurtry. En 2023, plus de 40 ans après les faits, les autorités décidèrent finalement d'agir. McSurtry fut arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Pour beaucoup de personnes dans la communauté, cette arrestation fut un choc. Certains pensaient que l'affaire était définitivement enterrée, mais pour la famille de Dawn, c'était un moment attendu depuis des décennies. Lors du procès, les procureurs expliquèrent au jury que les blessures subies par Dawn lorsqu'elle était enfant avaient littéralement raccourci toute sa vie. Pendant plus de 40 ans, elle avait vécu avec les conséquences d'un acte de violence et lorsque son corps ne put plus supporter ses blessures, la justice devait enfin intervenir. Les experts médicaux confirmèrent que les traumatismes infligés en 1982 avaient joué un rôle direct dans sa mort. La défense tenta d'argumenter que trop de temps s'était écoulé, que les souvenirs étaient flous, que les preuves étaient anciennes. Mais les jurés
se concentrèrent sur une question simple, qui était responsable des blessures initiales. Et les preuves désignaient toujours la même personne. En 2024, Terry McSherty fut reconnu coupable. Le tribunal la condamna pour le meurtre d'un enfant, commis plus de 4 décennies plus tôt. Cette affaire rappelle une réalité importante dans le système judiciaire. Parfois, la justice prend du temps, parfois beaucoup de temps. Mais certaines affaires ne disparaissent jamais complètement. Et pour la famille de Dawn, la condamnation de Terry McSherty représentait enfin quelque chose qu'ils attendaient depuis plus de 40 ans. La reconnaissance officielle que ce qui était arrivé à leur enfant n'était pas un accident. C'était un crime. En décembre 2020, dans la ville de Sandy Springs, en Géorgie, une tragédie bouleversa une famille et choqua toute une communauté. La victime était une petite fille de 2 ans. Son nom était Fallon Fidley. Fallon était décrite par sa famille comme une enfant pleine d'énergie. Elle aimait jouer, elle aimait rire. Et comme beaucoup d'enfants de son âge, elle dépendait totalement des adultes qui l'entouraient pour sa sécurité. Donc la personne chargée de la garder ce jour-là était Kirsty Anna Flood. Pour la famille de Fallon, Flood n'était pas une inconnue, elle était une amie proche de la mère, une personne qui faisait partie du cercle de confiance de la famille depuis des années. Les parents pensaient donc avoir fait le choix le plus sûr possible, mais le 9 décembre 2020, quelque chose de terrible se produisit. Les services d'urgence furent appelés dans un complexe d'appartements de Sandy Springs. Et à leur arrivée, ils trouvèrent Fallon inconsciente. Kirsty Flood expliqua immédiatement ce qui s'était passé. Selon elle, la petite fille avait eu un accident au terrain de jeu. Elle affirma que Fallon était tombé du toboggan et avait frappé sa tête. Au début, cette explication semblait plausible. Les accidents arrivent. Mais lorsque Fallon fut transporté à Children's Healthcare of Atlanta, les médecins remarquèrent quelque chose d'inquiétant. Les blessures de la fillette étaient beaucoup trop graves. Elle souffrait d'un traumatisme crânien sévère ainsi que de blessures internes importantes. Ces blessures ne correspondaient pas à une simple chute. Quelques heures plus tard, Fallon mourut. La mort d'un enfant entraîne toujours une enquête approfondie. Dans ce cas, les autorités commencèrent immédiatement à soupçonner un crime. La police de Sandy Springs ouvrit une enquête pour homicide. Les enquêteurs commencèrent alors à examiner la vie de Kirsty Flood. Et ce qu'ils découvrirent fut profondément troublant. Lorsqu'ils analysèrent son téléphone dans Nine, ils trouvèrent plusieurs recherches Google inquiétantes. Certaines phrases étaient particulièrement choquantes. Quel type de personne aime faire du mal aux enfants des autres? Que signifie avoir envie de blesser un enfant? Comment dissimuler des abus sur un enfant? Ces recherches avaient été effectuées peu de temps avant la mort de Fallon. Pour les procureurs, cela révélait un état d'esprit inquiétant, comme si Flood avait réfléchi à la violence envers les enfants avant même que la tragédie ne se produise. L'autopsie confirma ensuite les pires soupçons. Le médecin légiste conclut que Fallon avait subi de multiples coups violents à la tête. La cause officielle de la mort fut déclarée homicide. Dans la version de l'accident au terrain de jeu s'effondra complètement. Lorsque la nouvelle se répandit, la réaction de la communauté fut immédiate. Des veillées furent organisées, des ballons roses furent lâchés dans le ciel en mémoire de Fallon. Des rubans furent attachés autour du complexe d'appartements. Les photos de la petite fille circulèrent sur les réseaux sociaux. Pour de nombreux parents, cette affaire était particulièrement terrifiante. Parce que la personne accusée n'était pas un inconnu, c'était une amie de la famille. Kirsty Flood fut arrêtée et inculpée de plusieurs crimes graves, meurtre avec préméditation, meurtre criminel, coups et blessures aggravées et cruauté envers un enfant. Lors de sa première comparution devant le tribunal, plusieurs journalistes remarquèrent qu'elle semblait étonnamment détachée. Elle montrait très peu d'émotion. L'affaire dura plusieurs années, des appels, des retards judiciaires et dans des procédures longues. Pendant ce temps, un autre détail choquant apparu. Le petit ami de Flood, Jeffrey Meyers, avait également connaissance des abus, mais il n'avait rien fait pour les arrêter. Il finit par plaider coupable pour des accusations liées à l'affaire et fut condamné à 15 ans de prison. Finalement, face aux preuves accablantes, Kirsty Flood décida de plaider coupable en 2024 en échange de l'abandon de la peine de mort.
et elle fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et elle ne sortira jamais de prison. Lors de l'audience de condamnation, la mère de Fallon prit la parole. Elle parla des moments qu'elle ne verrait jamais. Les anniversaires, le premier jour d'école, les diplômes, tout avait été volé à sa fille. Aujourd'hui, Kirstiana Flood purge sa peine dans une prison de Géorgie. Pour la famille de Fallon, la douleur reste permanente. Cette affaire rappelle une vérité difficile. Parfois, le danger ne vient pas d'un inconnu, parfois il vient d'une personne que l'on considérait comme une amie. En juin 2024, dans la ville de Detroit, dans le Michigan, une tragédie bouleversa une famille et provoqua l'indignation de toute une communauté. La victime était une petite fille de 3 ans. Son nom était Harmony Henderson. Selon sa famille, Harmony était une enfant pleine d'énergie. Elle aimait chanter, elle aimait danser et malgré ses difficultés, elle apportait une immense joie à sa famille. Harmony était autiste et non verbale. Cela signifiait qu'elle ne pouvait pas parler et qu'elle dépendait encore plus des adultes pour sa protection. La personne chargée de la garder ce jour-là était Yesha Harris. Harris exploitait une petite garderie à domicile. La famille de Harmony lui faisait confiance. Ils avaient déjà laissé leur fille chez elle auparavant, mais le 10 juin 2024, cette confiance fut brisée. Ce matin-là, Harmony fut déposée chez Harris pendant que sa mère allait travailler. La petite fille semblait heureuse, rien ne semblait anormal. Mais selon les enquêteurs, la situation à l'intérieur de la maison était très différente. Au lieu de surveiller les enfants, Yesha Harris aurait enfermé plusieurs enfants dans une pièce, puis elle se serait mise à fumer de la marijuana. Les enfants restaient seuls, sans surveillance, sans protection. Plus tard dans la journée, un incident déclencha la violence. Harmony avait eu un accident dans sa couche. Pour Harris, ce petit incident fut suffisant pour provoquer une explosion de colère. Selon les procureurs, elle saisit la petite fille, elle l'emmena dans la salle de bain, puis elle commença à la maltraiter violemment. Les enquêteurs expliquèrent qu'elle avait versé de l'eau brûlante sur l'enfant, puis elle aurait frappé sa tête contre la baignoire. Lorsque Harmony fut finalement transportée à l'hôpital de Detroit, les médecins comprirent immédiatement la gravité de la situation. Ainsi, la petite fille souffrait de blessures catastrophiques. Malgré les efforts des médecins, elle mourut peu de temps après. Au début, Yesha Harris donna plusieurs explications différentes. Elle suggéra que la fillette était tombée, puis elle déclara ne pas savoir ce qui s'était passé, mais l'autopsie révéla la vérité. Les blessures de Harmony étaient intentionnelles. Elles ne pouvaient pas être causées par un accident. La cause officielle de la mort fut déclarée homicide. La nouvelle provoqua un choc à Détroit. Les médias locaux couvrirent l'affaire en continu. Des membres de la famille de Harmony se rassemblèrent devant le tribunal. Ils tenaient des photos de la petite fille. Ils demandaient justice. En septembre 2024, Yesha Harris fut officiellement inculpé. Les accusations incluaient meurtre au second degré et maltraitance aggravée sur enfant. Lors du procès, les procureurs expliquèrent que la mort de Harmony n'était pas un accident tragique. C'est un acte de violence. La salle d'audience était remplie d'émotions. Les membres de la famille pleuraient lorsque les photos de Harmony étaient présentées. Des photos d'anniversaire, des photos de moments heureux, des souvenirs d'une vie qui venait d'être brutalement interrompue. Face aux preuves accablantes, Harris décida finalement de plaider coupable. En janvier 2025, elle admit sa responsabilité dans la mort de Harmony. Le juge prononça alors la sentence. Entre 28 et 50 ans de prison, cela signifie qu'elle restera derrière les barreaux pendant des décennies, mais cette affaire révéla également un autre problème. La garderie de Harris n'était pas autorisée, elle fonctionnait sans licence, sans supervision, sans contrôle officiel. Pour de nombreux habitants de Detroit, cette tragédie montrait les dangers des garderies illégales. Aujourd'hui, Yesha Harris purge sa peine dans une prison du Michigan, mais pour la famille de Harmony, aucune condamnation ne pourra jamais réparer la perte parce qu'ils doivent vivre chaque jour avec une réalité terrible. Ils avaient confié leur fille à une babysitter et cette babysitter est devenue la personne qui lui a ôté la vie.
Lorsqu'un parent laisse ses enfants avec une babysitter, il lui confie bien plus qu'une simple responsabilité, il lui confie la sécurité de ses enfants. Et lorsque cette babysitter est aussi une amie proche, quelqu'un que l'on appelle sœur ou meilleure amie, la confiance devient encore plus profonde. C'est exactement ce qui s'est produit dans le comté de Carroll, dans l'état du Mississippi. Une jeune mère pensait pouvoir compter sur une amie de confiance pour garder ses deux filles pendant quelques heures. Cette amie s'appelait Makaylee Elizabeth Durham. Le 15 septembre 2022, Durham devait surveiller deux sœurs. La plus grande avait 2 ans, la plus jeune était encore un bébé. Les deux enfants étaient innocents, sans défense et totalement dépendants de la personne chargée de les protéger. Mais à la fin de cette journée, l'impensable s'était produit. Dont la fillette de 2 ans était morte, sa petite sœur avait été gravement blessée, mais elle avait survécu. Lorsque les secours arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent une scène choquante. La fillette présentait des blessures catastrophiques. Malgré les tentatives des médecins pour la sauver, elle fut déclarée morte peu de temps après. La petite sœur avait également été blessée. Elle fut transportée à l'hôpital et réussit à survivre. Dès le début de l'enquête, les autorités comprirent que ce n'était pas un accident. Les blessures des enfants étaient trop graves pour être causées par une simple chute. Les médecins confirmèrent que les traumatismes avaient été délibérément infligés. L'arrestation de Makaylee Durham, alors âgée de 23 ans, provoqua un choc dans toute la communauté. Les habitants avaient du mal à croire qu'un tel acte puisse être commis par quelqu'un que la famille considérait comme une amie. De la mère des enfants exprima sa douleur publiquement dans un message bouleversant. Elle posa une question simple. Comment as-tu pu faire ça? Tu étais mon amie, ma sœur, ma meilleure amie. Cette phrase résumait toute la tragédie. Durham n'était pas une babysitter inconnue engagée pour quelques heures. Elle faisait partie du cercle proche de la famille. Au fil de l'enquête, les procureurs révélèrent des détails encore plus sombres. La fillette de 2 ans avait subi un traumatisme crânien extrêmement violent. Les blessures étaient incompatibles avec un accident domestique. Sa petite sœur avait également été battue. Les enquêteurs conclurent que Durham avait attaqué les 2 enfants. Le shérif du comté de Carroll déclara que c'était l'un des crimes les plus terribles qu'il avait vus au cours de sa carrière. Durham fut inculpé de plusieurs crimes graves, meurtre capital pour la mort de la fillette. Et des maltraitances criminelles sur enfants pour les blessures infligées aux bébés survivants. L'affaire attira rapidement l'attention des médias régionaux. Dans une petite communauté comme celle-ci, un crime aussi violent semblait presque impossible à comprendre. En mars 2024, Durham décida finalement de plaider coupable. Plutôt que d'affronter un procès long et public, elle accepta un accord avec les procureurs. La salle d'audience était remplie ce jour-là. La famille des enfants était présente. Il voulait voir la justice être rendue. La sentence fut extrêmement lourde. Pour le meurtre de la fillette, Durham fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour les blessures infligées à la 2e enfant, elle reçut 40 années de prison supplémentaire. À seulement 23 ans, sa vie en dehors de la prison était pratiquement terminée. Mais malgré la condamnation, une question resta sans réponse. Pourquoi? Durham n'a jamais donné de véritable explication, elle n'a offert aucun motif clair et aucune réponse qui pourrait aider la famille à comprendre ce qui s'est passé. Pour beaucoup de personnes présentes dans la salle d'audience, ce silence était presque aussi troublant que le crime lui-même. Comment quelqu'un accueilli comme un membre de la famille pouvait-il attaquer les enfants qu'elle était censée protéger? Aujourd'hui, Makaylee Elizabeth Durham purge sa peine dans une prison du Mississippi Department of Corrections. Pendant ce temps, la famille des victimes continue de vivre avec une perte irréparable. Une mère qui a perdu sa fille, une petite sœur qui grandira sans sa sœur et une communauté qui n'oubliera jamais cette tragédie parce que parfois le danger ne vient pas d'un inconnu. Parfois, il vient de la personne en qui l'on avait le plus confiance. Ces 10 affaires ont un point commun troublant. Dans chaque histoire, les victimes étaient des enfants qui dépendaient entièrement des adultes autour d'eux, des enfants qui faisaient confiance. Et dans chacun de ces cas, cette confiance a été trahie par une babysitter, par une amie de la famille, par quelqu'un qui était censé protéger et non détruire. Ces histoires rappellent une réalité difficile. Le danger ne vient pas toujours d'un inconnu.
Parfois, dont il vient de quelqu'un que l'on connaît déjà, quelqu'un qui entre dans la maison, quelqu'un à qui l'on confie ce que l'on a de plus précieux. Et c'est ce qui rend ces crimes encore plus difficiles à comprendre. Parce que pour les familles de ces enfants, une chose restera toujours la même. La vie ne sera plus jamais comme avant. Si vous souhaitez voir d'autres enquêtes réelles racontées en détail, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Oh, et dites-nous dans les commentaires quelle affaire vous a le plus choqué.